Bienvenue dans Essentiel Express. Aujourd'hui, on se penche sur la Guinée, un pays dont on entend beaucoup parler ces derniers temps qui semble être un véritable tournant. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on sent comme un frémissement. Il y a des signaux qui partent un peu dans tous les sens, que ce soit politiquement, économiquement. Et même culturellement, oui. La grande question, je crois, qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir si tout ça, est-ce que c'est le début d'un vrai décollage durable ou juste un autre faux départ? On en a connu. C'est exactement la question. Et pour y répondre, il ne faut pas juste regarder les gros titres. Il faut en fait assembler les pièges d'un puzzle assez complexe. C'est ça. On a d'un côté ce retour sur la scène diplomatique, qui change quand même pas mal la donne, de l'autre des annonces économiques, presque euphoriques on pourrait dire. Presque, oui. Et en même temps, en toile de fond, des transformations sociales, culturelles, qui sont très profondes. C'est en connectant tous ces points qu'on peut commencer à dessiner le portrait de la Guinée d'aujourd'hui et peut-être de demain. Alors justement, commençons par le début de la pelote, la politique. La nouvelle la plus visible, c'est la fin des sanctions de la CEDEAO. La Guinée est de retour dans le jeu. C'est bien pour le prestige, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. La levée des sanctions, vous savez, ce n'est pas juste un communiqué de presse. C'est la validation, par toute la région, d'un processus de transition qui a été long et scruté à la loupe. Oui. Ça veut dire que les voisins, les partenaires, disent « D'accord, le retour à l'ordre constitutionnel est crédible. » Et cette crédibilité, elle repose sur des faits. La feuille de route de 24 mois. Qui paraissait si ambitieuse en 2022. Exactement. Elle a été tenue? C'est vrai qu'il y a eu des étapes clés. Le référendum, puis la présidentielle fin 2025 et l'investiture du président Mamadi Doumbouya en janvier 2026. Mais on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas simplement coché des cases pour satisfaire la communauté internationale? Quelle est la solidité réelle de ce retour à la normale? C'est une question tout à fait légitime. Mais le symbole est puissant. Et il a des conséquences pratiques. Quand le président Doumbouya se rend à son premier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, ce n'est pas anodin du tout. Son baptême diplomatique, comme on dit? C'est exactement ça. Il n'est plus le chef d'un régime de transition sous surveillance, mais un chef d'État comme les autres. Et ça débloque des financements, ça rassure les chancelleries, et surtout, ça envoie un message au monde économique. Voilà, on y vient. Parce que derrière la diplomatie, l'objectif numéro 1, c'est souvent de rassurer les investisseurs. Est-ce que ça marche? Est-ce que le portefeuille du pays commence à refléter ce nouveau statut? J'ai entendu des chiffres qui donnent le vertige. On parle d'une nouvelle phase de croissance à 2 chiffres dès 2026. Ce sont les mots du ministre du Budget, Fassine Siya. Une déclaration extrêmement forte. Très forte. Et on sait que les mots en économie ne suffisent pas. Mais cette fois, ils sont soutenus par un signal que les marchés financiers, eux, comprennent très bien. Lequel? La toute première notation souveraine de l'histoire du pays par Standard & Poor's. Ah oui. Ils ont attribué un B+, avec une perspective stable. Alors, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais pour un fonds d'investissement à Londres ou à New York, ça change tout. Ce n'est pas encore la meilleure note, loin de là. Ça reste dans la catégorie spéculative. Mais disons que la Guinée n'est plus une boîte noire. Le risque devient quantifiable. Précisément. Analysable. Et ça, c'est la première porte d'entrée pour les grands capitaux qui étaient très frileux jusqu'à présent. D'accord, donc la porte est entrouverte pour l'argent étranger. Mais qu'en est-il de l'argent du pays lui-même? L'État arrive-t-il à mieux gérer ses propres finances? J'ai vu un chiffre assez impressionnant sur les recettes fiscales. Une augmentation de 139% depuis le début de la transition. On est passé de 18 milliards à 49 milliards de francs guinéens. C'est colossal. C'est colossal. Et là, c'est la question à $1 million. D'où vient cet argent? Est-ce que c'est le résultat d'une collecte d'impôts plus efficace, qui réduit la corruption, l'informel, ou est-ce que c'est simplement le fruit de la flambée des contrats miniers? Et la réponse change complètement la perception de la durabilité de cette croissance. Exactement. C'est un peu des deux en réalité. Il y a eu des efforts indéniables pour moderniser l'administration fiscale. Mais il ne faut pas se voiler la face, le moteur principal, ça reste le secteur minier. Simandou est sur toutes les lèvres, bien sûr. Évidemment. Mais ce qui est vraiment nouveau, et peut-être plus important sur le long terme, c'est cette volonté affichée de souveraineté. Ce n'est plus seulement « venez prendre nos ressources », c'est « nous allons exploiter nos ressources avec vous et parfois sans vous ». Vous pensez à l'exemple de la Nimba Mining Company? C'est l'exemple parfait. La NMC, une société minière 100% nationale. Oui. Quand,
En novembre 2025, la NMC a réalisé son premier chargement de 200 000 tonnes de bauxite sous pavillon guinéen. C'est plus qu'une simple transaction. C'est bien plus. C'est un acte politique. Il faut imaginer la scène. Un bateau rempli de bauxite guinéenne qui quitte le port sous un drapeau guinéen, opéré par une compagnie guinéenne. C'est un symbole incroyablement puissant de reprise en main de son propre destin. Et les chiffres de la Banque centrale semblent confirmer cette bonne santé apparente. La production de bauxite qui explose de plus de 30%. Les exportations d'or qui bondissent. Mais en même temps, l'inflation reste maîtrisée, autour de 2,5%. Ça me paraît presque contradictoire. Comment un boom minier aussi fort ne crée-t-il pas plus de surchauffe dans l'économie? C'est une excellente observation. Et ça touche au cœur du paradoxe guinéen. Une partie de la réponse, c'est que cette économie minière fonctionne un peu en vase clos. Ah! L'argent généré ne se diffuse pas encore assez dans le reste de l'économie pour créer une inflation généralisée. C'est une bonne chose pour la stabilité des prix à court terme, mais ça pose la question de la redistribution de la richesse. Bien sûr. Et ça nous amène directement au plus grand danger qui guette le pays. Le danger de la dépendance? J'ai regardé le rapport FMI, 89% de la valeur des exportations vient du secteur minier. 89%. C'est énorme. On a déjà vu ce film se jouer ailleurs, sur le continent. Les cours des matières premières chutent et tout le château de cartes s'effondre. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci pour la Guinée? Pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant? C'est la question cruciale. Et il n'y a pas de réponse facile. Le gouvernement dirait que des mécanismes sont mis en place pour mieux gérer les revenus, pour les investir dans les infrastructures. Mais je crois que la vraie différence, si elle existe, elle se trouve peut-être ailleurs. Loin des mines. C'est-à-dire? Elle se trouve dans l'effort parallèle qui est fait pour construire une identité nationale, un projet de société qui ne repose pas uniquement sur ce qu'il y a dans le sous-sol. Et là, on bascule vers la culture. Je pense évidemment à cette nouvelle incroyable pour Conakry. Ah oui? Désignée ville créative de l'UNESCO dans la catégorie littérature. C'est immense. C'est une fierté. C'est Conakry qui dit au monde entier: nous ne sommes pas seulement un port pour la bauxite et le fer. Nous sommes un carrefour pour les idées, les mots, les histoires. Et ce n'est pas un hasard, vous savez, ni un cadeau. C'est l'aboutissement de plus de 10 ans de travail acharné. Il faut vraiment rendre hommage à des visionnaires comme Sansikaba Diakité. Absolument. Quand il a lancé les 72 heures du livre, puis porté Conakry capitale mondiale du livre en 2017, beaucoup de gens étaient sceptiques. C'est vrai. Mais il a planté une graine. Il a montré que la culture, que le livre pouvait être un projet de société, un levier de développement et de fierté. Et cette reconnaissance de l'UNESCO, c'est en quelque sorte la récolte. C'est la récolte de ce travail de longue haleine. Tout à fait. C'est fascinant de voir ces deux mouvements en parallèle. D'un côté, on creuse la terre pour en sortir des richesses brutes. Et de l'autre, on cultive l'esprit pour créer une richesse immatérielle. Exactement. Mais entre les deux, il y a le citoyen. Et pour que tout ça fonctionne, il faut un État qui fonctionne pour lui au quotidien. Absolument. Et c'est là qu'interviennent des réformes qui peuvent paraître administratives, techniques, mais qui sont en réalité des révolutions silencieuses. Vous pensez à quoi en particulier? Je pense au grand chantier de l'état civil et de l'identification. Le slogan du projet, c'est « Un Guinéen, une identité juridique et numérique ». Ça peut sembler abstrait, mais concrètement, ça change quoi dans la vie des gens? Ça change tout. Déjà, la gratuité des extraits de naissance numériques et des cartes d'identité biométriques. Ça, c'est déjà énorme. Mais au-delà de ça, c'est la fin du parcours du combattant. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire pour quelqu'un qui vit dans un village éloigné. Ne plus avoir à voyager pendant 3 jours, à payer des intermédiaires pour obtenir un papier officiel. Pouvoir enfin prouver son identité. Pour ouvrir un petit compte en banque, pour inscrire son enfant à l'école, pour voter. C'est redonner une existence légale et une dignité à des millions de personnes. C'est la base de la citoyenneté. Et on voit même que la logistique derrière est repensée de manière plus intelligente. Fini la distribution uniforme de papier dans tout le pays. Maintenant, on regarde où sont les besoins réels, en temps réel. Et on envoie les fournitures là où ça produit le plus, comme dans la commune de Matoto à Conakry. C'est plus efficace, tout simplement. C'est une modernisation de l'État à la base. Et cette modernisation, elle doit s'étendre à tous les piliers de l'État pour être crédible. Y compris le plus fragile et le plus essentiel, la justice. Ah, la justice. Le thème de la dernière rentrée judiciaire était « Profession unie, justice renforcée ».
C'est un beau slogan. Un très beau slogan. Mais on sait que c'est le talon d'Achille de beaucoup de pays. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Parce que sans un juge de confiance pour faire appliquer un contrat, cette fameuse note B+, de Standard & Poor's, Elle ne vaut pas plus que le papier sur lequel elle est imprimée. C'est exactement ça. Tout est lié. Vous pouvez avoir les meilleures lois, les plus gros contrats miniers. Mais si un investisseur n'a pas confiance dans le système judiciaire pour le protéger en cas de litige, il ne viendra pas. où il demandera des garanties exorbitantes. Voilà. Le renforcement de la justice, ce n'est pas un sujet pour les juristes. C'est une condition sine qua non de la prospérité économique. Il s'agit de s'assurer que les magistrats, les avocats, les huissiers, que tout le monde travaille ensemble pour créer un environnement où la règle de droit n'est pas une suggestion, mais une réalité. C'est le socle. C'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Si ce socle est en sable, tout l'édifice économique, aussi impressionnant soit-il, finira par s'effondrer. Donc, pour résumer, si on assemble toutes les pièces de notre puzzle guinéen, on voit une dynamique vraiment intéressante. Une réintégration politique qui ouvre des portes, une ambition économique tirée par les mines, mais avec une nouvelle affirmation souveraineté. Et en parallèle, des réformes de fond pour moderniser l'État et faire briller une identité culturelle forte. C'est un moment charnière, oui. Un alignement de planètes assez rare. Les promesses sont immenses, mais les défis le sont tout autant. C'est ça. Comment diversifier cette économie pour qu'elle ne dépende pas que des caprices des marchés mondiaux? Comment s'assurer que les milliards du secteur minier se traduisent par de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux pour tout le monde? Et pas seulement par des villas à Conakry. Ce sont les vraies questions pour les années à venir. Mais une chose est sûre, une nouvelle impulsion a été donnée. Une impulsion qui place la Guinée à un carrefour de son histoire, avec plusieurs chemins possibles. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée peut-être. Alors que la Guinée mise tant sur la valorisation de ses immenses ressources minières, la question qui se pose est la suivante. Comment le pays peut-il s'assurer que sa créativité littéraire et culturelle, désormais reconnue par l'UNESCO, ne soit pas juste un symbole, une jolie vitrine, mais devienne elle aussi un véritable moteur de développement durable et partagé par tous les Guinéens? Voilà. Une excellente question pour l'avenir. Merci de nous avoir écoutés sur Essentiel Express. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une autre analyse en profondeur.